À la une aussi, le rétro-pédalage de la Maison-Blanche face à la proposition de Donald Trump de prendre le contrôle de Gaza. Il ne s'est pas engagé, je cite, pour l'instant, à y envoyer des troupes. Tout transfert des Gazaouis serait temporaire, selon Marco Rubio. Alors jusqu'où ira le président américain? Quels sont les garde-fous possibles face à ce néo-impérialisme qui sidère les chancelleries du monde entier? On en parlera avec Rami Abou-Jamous, journaliste indépendant basé à Gaza, avec Bélir Nabli, professeur de droit public à Paris 12, avec Shirley Silbon, journaliste ici à France 24, et avec James André, grand reporter. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Bienvenue. C'est Parlons-en. Jusqu'où ira Donald Trump dans la bande de Gaza et qui peut l'arrêter aujourd'hui? Ce mercredi, la Maison-Blanche s'est efforcée de nuancer les propos du président américain après un déluge de critiques sur son projet de contrôle du territoire palestinien. Tout transfert des Gazaouis serait temporaire selon Marco Rubio et le président ne s'est pas engagé, je cite, pour l'instant à envoyer des troupes à Gaza. Alors à quel point faut-il prendre au sérieux les fulgurances du nouveau locataire de la Maison-Blanche? Gaza américaine, quelle garde-fou, c'est le titre de notre émission de ce matin. On en parle d'abord avec Rami Abou-Jamous, journaliste indépendant dans la bande de Gaza. Bonjour à vous, Rami. Et on l'a appris ce matin en Israël, le ministre de la Défense ordonne des préparatifs en vue, je cite, d'un départ volontaire des Gazaouis. Comment ces dernières informations et les propositions de Donald Trump pour le territoire palestinien sont perçues dans la bande de Gaza? Les gens, déjà, ils étaient un peu choqués, surpris de ces déclarations-là. Et en même temps, ils l'ont pris avec quelques blagues en disant mais apparemment, Trump, il n'a pas vécu les 15 mois avec nous. Il n'a pas vu qu'on était bombardé 24/7 pendant 15 mois. Et malgré ça, personne n'a bougé. Alors que lui, il va nous faire bouger de notre territoire juste pour dire qu'il va faire de Gaza la Riviera ou bien la Côte d'Azur. Donc, oui, on peut faire de Gaza la Côte d'Azur, mais avec les mains des Palestiniens et avec les Palestiniens eux-mêmes qui vont reconstruire Gaza. Malheureusement, ce promoteur de l'immobilier considère Gaza comme malheureusement une tour à New York ou à Miami qui est à moitié détruite. Et il veut racheter cette tour et sortir les habitants de cette tour et l'investir. Gaza, c'est pas ça. On est toujours là, la population est toujours là. On ne va pas bouger, on va rester ici, même s'il y aura des Marines. Pour nous, Marines ou occupation, c'est la même chose. L'armée israélienne, ce qu'ils portent, c'est une arme américaine. Les bombes qu'ils ont utilisées, c'est des bombes américaines. Les avions utilisés, c'est des avions américains. La technologie utilisée, c'est la technologie américaine. Donc, pour nous, un Marines ou un soldat de l'armée israélienne, c'est la même chose. On va rester là. Ça nous peut pas. Les Israéliens nous ont pas fait peur. Ils n'ont pas nous faire peur, les Marines. On va rester là et c'est nous qui décidons comment on va reconstruire Gaza et comment on va faire de la Palestine une Côte d'Azur. Et que peuvent faire le Hamas et l'autorité palestinienne face à ce projet américain? Malheureusement, le Hamas et l'autorité palestinienne, ils ne peuvent rien faire. Déjà, l'autorité palestinienne, on était à Gaza, malheureusement, sous les bombes pendant 15 mois, ils ne pouvaient rien faire. En Cisjordanie, regardez ce qui se passe aujourd'hui en Cisjordanie. Pareil, ils ne pouvaient rien faire. Malheureusement, l'autorité palestinienne il compte sur la communauté internationale. Et la communauté internationale, ils ont fermé les yeux pendant 15 mois. Et ils ont vu un génocide 24/7 et là, quand ils ont vu les déclarations de Trump, tout le monde est choqué. Pourtant, tout le monde sait que les vrais buts non déclarés de Netanyahou pendant cette guerre-là, c'est justement transférer toute la population de Gaza. Et si ça marche à Gaza, ça va être le tour de la Cisjordanie après. Donc, la communauté internationale où l'autorité palestinienne malheureusement, ils les ont laissé tomber et jusqu'à présent, il n'y a pas de pression sur Netanyahou, l'enfant gâté de Trump. Alors pour le papa, je crois que personne ne va faire pression, même s'il y a une indignation
c'est plutôt cette indignation qui m'a choqué parce que on dirait que rien ne s'est passé pendant 15 mois et c'est là où tout le monde est choqué parce que Trump il a mis les cartes sur la table alors que tout le monde sait qu'après ce génocide, c'est le transfert de la population de Gaza. Pour le Hamas, c'est pareil. Le Hamas, c'est ce qu'ils peuvent faire. Malheureusement, ils ont essayé de défendre Gaza avec le groupe armé qu'ils ont. Ils ont rien dans leur main à faire contre cette proposition. Mais ceux qui peuvent faire quelque chose, c'est la population, c'est nous, c'est les Palestiniens, c'est nous qui vont affronter on va affronter cette décision-là et on va affronter ce transfert. Les Israéliens, ils voulaient faire ça depuis 48, mais ils n'ont pas réussi à le faire. C'est vrai qu'aujourd'hui à Gaza, le terrain est fertile pour ce genre de proposition parce que on est parti de la mort quand il y a la guerre et maintenant on est dans la non-vie parce que 70% des habitations ont été détruites à Gaza. Il n'y a plus de vie à Gaza, il n'y a plus de piliers de vie, il n'y a plus d'infrastructures, il n'y a plus de structures de santé, il n'y a plus de structures d'enseignement, pas d'université, pas de jardin d'enfants, rien du tout. On vit même le secours immédiat ou bien d'urgence n'est pas en cours. Il n'y a pas de tente. Moi hier, par exemple, il y avait une tempête. J'ai perdu notre villa, j'ai perdu ma tente. Elle a été déchirée en deux et il n'y a pas d'autre tente ni dans le marché ni d'aide humanitaire. Et moi, heureusement, j'ai pu avoir un appartement ce soir à la dernière minute. Il y en a des milliers de personnes qui sont toujours sous les tentes. Et hier, c'était la tempête. Ils étaient dans la rue, imaginez avec leurs enfants, leurs bébés, dans la rue, sous la pluie, et personne ne peut rien faire. C'est pour ça que le terrain est fertile, mais avec la solidarité des Palestiniens et avec notre attachement à la terre, je crois qu'on va saboter tout ce genre de plan qu'on a fait depuis 48 jusqu'à présent. Rami Abou Jamous, en direct de Gaza. Merci infiniment à vous, Rami. Les Palestiniens qui semblent n'avoir jamais été aussi près de tout perdre et leur avenir s'assombrit encore ce matin avec cette annonce du ministère de la Défense, Bélir Nabli, qui ordonne, le ministère de la Défense israélien, qui ordonne des préparatifs en vue d'un départ, je cite, d'un départ volontaire des Gazaouis. Ça donne quel signal que les propos de Donald Trump ont bien été entendus en Israël? Qu'a priori, ils ont même été concertés avec les Israéliens. Que derrière le propos et la décision, le propos, on dira, unilatéral de Donald Trump, il y a en vérité un projet qui a fait l'objet d'échanges à minima avec les autorités israéliennes et avec leur accord. Peut-être pas sous la forme qu'a prévalu dans le discours de Donald Trump, qui était une forme pour le moins abrupte, mais en tout cas sur le fond, je pense qu'il y a eu un minimum de concertation. Ça donne cet enchaînement rapide. Et ça donne également le ton du caractère, ambigu de la démarche, parce que le ministre parle d'un déplacement temporaire. En vérité, ça ne change absolument rien sur le fond, dès lors qu'il est forcé. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Oui, temporaire et volontaire. Entre les autorités israéliennes et américaines, il y a des références sur ces éléments de langage qui sont censés relativiser le caractère brutal du projet. Mais en vérité, ça ne change rien au fond, parce que de fait, il n'y a pas de volonté des Palestiniens de partir, premièrement. Et deuxièmement, par rapport au caractère temporaire, dès lors que les États arabes voisins ont exprimé une fin de non-recevoir par rapport à l'idée de pouvoir accueillir de tels nouveaux réfugiés palestiniens, ce caractère temporaire relève d'une fiction, d'autant plus que ça renvoie à une histoire des Palestiniens, puisque rappelez-vous que, comme ça a été rappelé par votre collègue journaliste, en 1948, il y a déjà eu un exode massif des Palestiniens de la Nakba. De la Nakba, oui, en 48, un exode massif. Et là aussi, dans le roman national israélien, il ne s'agissait pas de nettoyage ethnique, puisque les Palestiniens seraient partis d'eux-mêmes, alors que des travaux d'historiens israéliens eux-mêmes, dont Ilan Pappé, soulignent le caractère contraint, forcé de cet exode, de près de 750 000 Palestiniens déjà en 48, puis près de 250 000 en 67, après la guerre des 6 jours. Donc, cette idée qui a l'air tout à fait surréaliste d'un nettoyage ethnique en Palestine, en fait, s'inscrit dans une histoire, dans l'histoire des Palestiniens qui ont déjà vécu des épisodes de cette nature, qui relèvent donc
d'un exode sous la contrainte, sous la menace armée. Toute la question est de savoir est-ce que Donald Trump ira jusqu'au bout de ces projets, sachant qu'ils sont en contradiction, en violation manifeste avec le droit international, qui sont a priori constitutifs à minima de crimes de guerre, voire de crimes contre l'humanité. Il suffit d'aller lire les articles 7 et 8 du statut de la Cour pénale internationale. Et ce qui est en plus, il y a une ironie cruelle, c'est-à-dire qu'il a annoncé ce projet avec à ses côtés un Premier ministre israélien déjà poursuivi pour crimes contre l'humanité. Donc voilà, il y a a priori un projet qu'on pourrait aussi qualifier de criminel en soi. Charlie Sidbon, est-ce que ce projet annoncé par Donald Trump, il est de nature à changer la position de Benyamin Netanyahou et de ses objectifs pour la bande de Gaza, sachant que c'est actuellement l'extrême droite israélienne qui jubile avec ces annonces de Donald Trump? Elle jubile. C'est vrai que vous avez parlé de la décision annoncée par le ministre israélien de la Défense, parce que ces dernières heures et depuis hier, d'ailleurs quelques heures après les déclarations de Trump, tout de suite son administration a commencé, il y a eu beaucoup de critiques, et donc ils ont commencé un peu à rétropédaler en quelque sorte, puisque lui, il a été très clair dans ses propos en parlant d'un territoire de la bande de Gaza qui était voué à la guerre et à la violence, et que si les Palestiniens restaient là, ça allait reprendre encore et encore. Et donc lui, il était clair en disant qu'ils allaient avoir d'autres bouts de terre, comme il disait, ailleurs. Et donc, il y a eu un rétropédalage du côté des Américains. Et du coup, là, on voit que les Israéliens, en tout cas le gouvernement israélien, essaie de pousser et dire si, en fait, on peut déjà faire partir des personnes qui seraient volontaires, comme a dit Israël Katz. Et il a dit on peut les faire partir à la fois par les airs, par la mer, par la terre. Donc, alors, c'est une annonce qui n'est pas très concrète, mais qui vient à un moment où justement les Américains revoient leur position, et il y a beaucoup de critiques aux États-Unis, notamment du côté des républicains, sur cette annonce de Donald Trump. Les républicains qui disent on a dit America First, on a dit qu'on voulait arrêter les terrains de guerre, qu'on ne voulait plus occuper des terrains au Proche-Orient. Qu'est-ce qui se passe? Hors de question pour nous, sénateurs en tout cas, d'appuyer ce type de projet. Donc, est-ce que ça change pour Netanyahou? Oui, il peut peut-être essayer de pousser dans cette direction. Pour l'instant, c'était que l'extrême droite qui disait on veut enlever, transférer, expulser des Palestiniens, les forcer à quitter des parties de la bande de Gaza, même pas l'ensemble, mais des parties de la bande de Gaza, et même pour réinstaller des colonies israéliennes dans le nord, disait Smotrich encore il y a quelques mois. Netanyahou avait balayé ceci, et certains membres du gouvernement avaient balayé ceci, mais est-ce que maintenant ils pourraient le revoir après les propos de Trump? Peut-être, à voir. C'est une situation qui est compliquée et qui est très dangereuse. Alors ce matin, justement, le secrétaire d'État américain a précisé, et la Maison-Blanche a nuancé donc la proposition de Donald Trump, précisant qu'il n'enverrait pas de troupes à Gaza à ce stade, pour l'instant. Est-ce que vraiment on peut parler de rétropédalage, James André? Écoutez, moi je pense qu'ils font du damage control, c'est-à-dire que je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il a pris tout le monde de court. Il a bougé très très vite, et il a peut-être dit plus de choses que ce qui était prévu, beaucoup plus vite que ça n'était prévu. Parce que, en fait, quand on écoute un petit peu ce que tout le monde dit, tout le monde a l'air de dire que c'est totalement impossible et totalement fantaisiste. Mais la réalité de ce qui se passe sur le terrain, parce que pour être allé, moi j'étais rentré d'ailleurs pour France 24 en novembre à Gaza, alors juste après le début en octobre, mais j'avais vu ce que les Israéliens étaient en train de faire à l'intérieur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, les structures sont détruites, mais à l'époque déjà, vous aviez la route, et autour de la route, vous vous rendiez compte que tous les champs avaient été bulldozés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la bande de Gaza a été rendue inhabitable pendant 15 mois. Elle a été rendue inhabitable, il n'y a plus de structure, il n'y a plus rien. Il faut aussi comprendre que quand vous avez les agences américaines qui s'arrêtent, donc USAID, qui déversent des millions de dollars dans ces zones, c'est-à-dire qu'une partie de l'économie palestinienne, que ce soit d'ailleurs à Gaza ou en Cisjordanie, est sous perfusion américaine via USAID, via aussi l'ONU et l'UNRWA, 29 camps de réfugiés palestiniens qui sont gérés par l'UNRWA. Ces agences-là n'ont plus d'argent, vous n'avez plus d'infrastructures, vous ne construisez plus de routes. Gaza, par exemple, toute l'eau potable est gérée par USAID. Vous avez plus d'écoles dans ces camps de réfugiés. Donc bref, vous arrêtez tout le système. L'économie est déjà exsangue palestinienne, si on prend la Cisjordanie, parce que le mur est fermé depuis le 7 octobre, les ouvriers palestiniens n'ont plus le droit d'aller travailler en Israël. Donc de toute façon, vous avez une asphyxie économique.
Et il faut se souvenir que Israël a imposé à la bande de Gaza un blocus qui a duré près de 20 ans. Ils contrôlaient tout ce qui rentrait dans la bande de Gaza. La nourriture, les matériaux de construction. Ils peuvent parfaitement fermer. Donc la question est, est-ce que c'est possible? Tout a été mis en place pour le faire. La zone a été rendue inhabitable. Tous ceux qui pourraient soutenir militairement les Palestiniens ont été mis hors course, on l'a vu, le Hezbollah est complètement exsangue, la Syrie de Bachar el-Assad c'est la même chose, l'Iran est à genoux, et on a une situation où, eh bien, très simplement, vous pourriez ne pas forcément envoyer des troupes, mais tout simplement laisser pourrir la situation à Gaza, jusqu'à ce qu'il puisse y avoir par exemple une nouvelle flambée de violence, donc déclencher par exemple des tirs de roquettes vers Israël qui justifieraient une intervention armée sur la zone, et forcer l'Égypte, qui est économiquement dans une situation catastrophique, qui compte sur l'aide américaine. L'Égypte, c'est 1,3 milliard de dollars d'aide militaire par an qui est fournie par les États-Unis. Ça fait partie des accords de Camp David. C'est aussi beaucoup d'aide par ailleurs. Donc ce que je veux dire, c'est que mécaniquement, est-ce que c'est possible? Alors c'est forcé, ce serait extrêmement violent, ce serait constitutif d'une série longue de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, mais le fait est que on est dans une situation où tout a été aligné pour arriver à ce résultat. Et après, évidemment, la proposition de Donald Trump est, entre guillemets, maximaliste. Donc, qu'est-ce qu'il veut réellement obtenir? C'est peut-être une partie de la bande de Gaza, peut-être forcer au départ une partie des Palestiniens de Gaza. Mais en tout cas, on est dans une situation où je pense que le risque qu'il se passe quelque chose effectivement, je suis d'accord, impensable il y a une semaine, puisse effectivement arriver en tout cas partiellement. Oui, Bélir Nabli, il y a plusieurs possibilités qui se dessinent face à ces déclarations de Donald Trump. Soit il bluffe et du coup il faudra voir dans quel but, soit il est sérieux, mais dans tous les cas on assiste à une banalisation de l'inacceptable, pour reprendre une expression du Monde. Oui, totalement. Et là, pour le coup, c'est pas tout à fait nouveau. Au contraire, les déclarations de Trump s'inscrivent dans une séquence historique de remise en cause d'un certain nombre de référents solides de l'ordre international tel qu'il s'est construit après la Seconde Guerre mondiale, qui était censé notamment être régulé par le droit international, systématisé par la Charte des Nations Unies, et qui à la fois donc rend illicite le recours à la force s'il est légitime, mais qui également reconnaît un droit international des droits de l'homme, reconnaît un droit international humanitaire systématisé par la Convention de Genève. Et c'est tout cet arsenal, cette architecture-là qui s'est effondrée dans un premier temps, je dirais, avec l'agression russe contre l'Ukraine, parce qu'il y a eu une violation manifeste du premier principe sur lequel repose l'ordre international, c'est la souveraineté des États. Et puis, dans un deuxième temps, et c'est la proximité des deux événements historiques qui provoque une vraie onde de choc, c'est la manière disproportionnée dont Israël a réagi à l'attaque du 7 octobre perpétrée par le Hamas. Et derrière cette disproportion, il y a eu la constitution de crimes internationaux parmi les plus graves prévus par le statut de Rome, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et poursuite pour génocide devant la Cour internationale de justice, avec un Premier ministre lui-même poursuivi pour crimes contre l'humanité. Et là, on parle, je le rappelle, d'un État qui se présente comme un État de droit démocratique. Et c'est en cela que c'est très, très, très déstabilisant. Donald Trump aussi, je le rappelle, est à la tête officiellement non seulement de la première puissance mondiale, mais aussi d'une démocratie. Donc c'est en cela qu'on vit une séquence extrêmement déstabilisante. Le schéma binaire est relativement commode en même temps, qui consistait à dire, voilà, il y a une reconfiguration du monde entre les démocraties d'un côté et les puissances autoritaires incarnées par la Russie et la Chine. C'est un schéma qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne plus, dans la mesure où, de fait, ce sont des puissances démocratiques qui sont particulièrement déstabilisatrices aujourd'hui. Oui, hier, Donald Trump disait, je cite, « Tout le monde adore ma proposition pour Gaza ». On se dit, c'est quoi? C'est du déni, c'est de la bêtise. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il teste la démocratie américaine. C'est de la com', c'est-à-dire qu'en fait, Donald Trump, il va vous expliquer que tout le monde adore son idée de racheter le Groenland et que tout le monde trouve qu'il serait parfaitement normal que le Canada devienne le 51e État américain, etc. C'est-à-dire ça, c'est toujours ça, c'est sa rhétorique. Mais au service de quoi? Au service d'instaurer un climat de peur, un climat de sidération? Ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression qu'il est en train de complètement changer la posture des États-Unis. Je veux dire, la posture des États-Unis pendant 50 ans a été d'être, entre guillemets, le grand frère, garant de la paix, garant du multilatéralisme, garant du libre-échange. Et là, tout d'un coup, en fait, il arrive et il dit, non, en fait, on est les plus forts.
Donc on est passé du grand frère, entre guillemets, au, on va dire, bully, comme disent les Anglais, au gamin le plus costaud de la cour de récré qui impose sa loi. Et on est en train de le voir à tous les niveaux. Et d'ailleurs, l'Europe est un des grands perdants. Si on regarde, pas de côté, mais ce qui se passe avec l'Ukraine, concrètement, ce que Zelensky arrive en disant, c'est de dire, écoutez, toutes les ressources de l'Ukraine, si vous nous aidez, sont pour vous et non pas pour l'Union européenne. Ce qui devait arriver si jamais la guerre était gagnée, c'est-à-dire que l'Ukraine rejoigne l'Union européenne. Donc si l'Ukraine rejoint l'Union européenne, eh bien, cette puissance agricole, toutes ces ressources revenaient finalement dans l'escarcelle de l'Europe. Là, Zelensky dit, mais non, ce sera pour les États-Unis. Même chose avec tout ce qu'il a pu faire avec le Mexique. Le Mexique, c'est pareil, il utilise le fentanyl en disant, on veut que vous bloquiez le fentanyl. Mais en embuscade, il y a quoi? Il y a le projet de déporter des millions de migrants mexicains ou latino-américains. Trump se moque bien de savoir si sont mexicains ou non, du reste, qui sont aux États-Unis. Et donc, il veut les forcer à les reprendre. Donc, il arrive en disant, c'est simple, si vous ne faites pas ce que je dis, je vais vous taper dessus. Et je vais vous taper dessus avec des droits de douane, je vais vous taper dessus en retirant l'aide, je vais vous taper dessus en faisant marche arrière sur des grands principes qui finalement ne sont plus garantis. Effectivement, l'intangibilité des frontières est aujourd'hui remise en question de partout, y compris par les États-Unis d'Amérique. Et ça sert les intérêts de Benyamin Netanyahou. Oui, mais il y a également ceux qui disent, oui, mais Trump est aussi celui qui a forcé les Israéliens à ouvrir le corridor qui a permis à des Gazaouis de retourner dans le nord. Alors, il joue finalement sur les deux côtés. Est-ce que c'est pas un pari extrêmement risqué de Trump de dire, je vais faire le pire pour essayer de secouer en quelque sorte différents pays pour terminer ce blocage qui dure depuis si longtemps? Est-ce que c'est finalement un pari extrêmement dangereux, cynique, qui manque totalement de morale et d'éthique, mais qui l'espère va finir par faire bouger les lignes et arriver à un certain accord, mettre un terme à cette guerre? En tout cas, ce que disait l'un des anciens ministres de la Défense israélien, Moshe Bogi Ya'alon, et ancien chef d'état-major, il parlait déjà de nettoyage ethnique dans le nord de la bande de Gaza. Et donc là, Trump, il a permis de faire revenir des Gazaouis. Donc finalement, on comprend pas, on sait qu'il fait souvent ce genre de jeu, mais là, c'est un jeu qui est extrêmement dangereux et c'est la première fois que des responsables américains utilisent ce type de rhétorique. Parce que c'est vrai qu'en Israël, ça fait des décennies que le principe de transfert de l'extrême droite, il y a des décennies, c'était considéré comme complètement fou de vouloir faire partir les Palestiniens des territoires palestiniens ailleurs, en Jordanie ou en Égypte. Eh bien, finalement, ça revient un peu plus vers une proportion plus importante de la droite israélienne et désormais maintenant même une majorité d'Israéliens qui pensent que ce plan de Trump est une bonne idée, même si 50% pensent que c'est un bluff et qu'il ne va pas le mener à bout. Alors je suis d'accord, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est le bluff, mais quand il est fait revenir au nord, est-ce que par hasard ce serait pas... C'est-à-dire qu'on sait que le nord est complètement détruit. Et on a vu les images et toutes ces histoires étaient racontées. Enfin, j'en pensais à une où il racontait l'histoire d'un Palestinien de Gaza qui rentrait chez lui et que tout ce qu'il avait retrouvé finalement c'était une bouilloire et donc il s'accrochait à cette bouilloire parce que c'était le dernier symbole de sa vie d'avant. Parce que cette image est forte d'ailleurs. Cette image de ces millions, de centaines de milliers de Gazaouis qui marchent vers le nord pour retrouver leurs appartements. Ils vont le faire pour plein de raisons, parce qu'ils ont des proches qui sont sous les décombres, parce qu'ils veulent voir dans quel état est leur maison, ils veulent voir s'ils peuvent réhabiter sur place. Bon, manifestement, il y en a beaucoup qui ne peuvent pas. C'est-à-dire que quand ils reviennent pour découvrir quoi? Que leur vie d'avant est absolument, totalement et irrémédiablement détruite. Donc... Voilà. Mais justement, la proposition de Donald Trump lui décrit Gaza comme un enfer qu'il faut quitter. Il utilise vraiment le ton qui est adopté, c'est celui de l'évidence pour Donald Trump. Pour lui, c'est évident. En fait, est-ce que c'est pas une manière d'envelopper dans un voile humanitaire la solution à deux États avant de l'enterrer définitivement? C'est pas du tout ce qui semble se dessiner dans son esprit, notamment si on met en perspective ses dernières déclarations par rapport notamment à ce qu'il a pu mener comme politique israélo-palestinienne durant son premier mandat. Il faut rappeler aussi que c'est lui qui a décidé unilatéralement de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, ce qui est une position encore minoritaire, y compris au sein du bloc occidental. Et puis il a une politique pro-israélienne assumée
assumé, avec un corps électoral caractérisé par des évangélistes américains qui précisément, qu'on voit dans Israël un fantasme biblique sur lequel je ne reviendrai pas. Bref, il y a véritablement une vision qui l'anime, voire peut-être lui-même une forme de messianisme, peut-être, parce que lors de son discours d'investiture, on retrouve maintenant également chez lui des références bibliques qui n'apparaissaient pas forcément lors du premier mandat. Il y a une dimension religieuse qui se développe dans son discours. Et par contre, ce que je voulais souligner par rapport à votre postulat intéressant sur le fait qu'on accepte l'inacceptable, désormais, franchement, d'une certaine manière, les événements se succèdent rapidement, on est écrasé par leur brutalité, mais je veux dire, les 18 mois d'écrasement de Gaza ont été marqués aussi par une forme d'euphémisation de ce qui se passait aussi. Enfin, je veux dire, Trump, d'une certaine manière, nous permet, à travers le fracas de sa déclaration, de souligner aussi que la veille, on considérait que, oui, Netanyahou, finalement, méritait l'immunité. C'est la position où bénéficier d'une immunité en dépit du mandat d'arrêt pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre qu'a délivré la Cour pénale internationale. Ça, c'est la position de la France, qui s'est traduite notamment par la possibilité que son avion puisse traverser notre espace aérien. Donc, je veux dire, l'ambiguïté, elle est toujours présente dans nos positions, et derrière le côté un peu, j'allais dire, il y a une forme d'hypocrisie, je veux dire, par rapport à la réaction générale et en particulier occidentale vis-à-vis de la position ou déclaration de Trump, dans la mesure où finalement il n'a fait que formaliser déjà l'esprit dominant au sein de la classe politique israélienne, y compris au sein de l'opposition, et il suffit de souligner la faible réaction par rapport, premièrement, aux exactions qui ont été commises à Gaza, et deuxièmement, par rapport au projet qui vient de se dessiner, et deuxièmement, effectivement, ça a été souligné, ce qui relevait du programme d'extrême droite en Israël aujourd'hui est totalement normalisé. Vous trouverez une majorité électorale au sein même de l'opinion publique israélienne pour soutenir ce type de projet. Il y a quand même eu un climat de sidération qui a suivi ces propositions américaines. Justement, vous parliez de messianisme de Donald Trump. Beaucoup d'observateurs parlent, eux, plutôt de cette prédation immobilière, cette opération de prédation immobilière que propose Donald Trump sur la bande de Gaza. Il qualifie ce territoire de site de démolition. Vraiment, on a là une diplomatie qui est celle de l'art du deal, du mercantilisme. Alors, est-ce que Donald Trump gère le monde comme une entreprise? Quels sont ses plans de ce point de vue-là pour le territoire palestinien? On va voir ça avec Alice Brogard. Des ruines de Gaza dévastées par la guerre, le magnat de l'immobilier Donald Trump a un projet de promoteur. La Côte d'Azur du Moyen-Orient, cela pourrait être quelque chose de tellement magnifique. Lors d'une conférence de presse aux côtés du Premier ministre israélien, Donald Trump a déclaré que les États-Unis allaient prendre le contrôle de la bande de Gaza et la reconstruire. Un projet qui amènera selon lui la stabilité à cette région. Nous en serons propriétaires et nous serons responsables du démantèlement de toutes les bombes dangereuses qui n'ont pas explosé. Tous ceux à qui j'ai parlé aiment l'idée que les États-Unis prennent le contrôle de ces territoires, le développent et créent des milliers d'emplois pour en faire quelque chose qui sera magnifique. Trump assure avoir longuement étudié l'idée, mais il n'a pas précisé comment ni sous quelle autorité les États-Unis pourraient avoir une propriété à long terme sur la bande de Gaza. Cette expression n'existe pas en droit international. Selon les accords d'Oslo, signés en 1993, la bande de Gaza est un territoire de l'autorité palestinienne. Mais c'est le Hamas qui le contrôle depuis 2007. Donald Trump n'a pas exclu l'envoi de troupes américaines pour soutenir son projet. Et il envisage la reconstruction de Gaza sans les Palestiniens. Le président américain a affirmé mardi être favorable à leur réinstallation permanente dans des pays voisins comme l'Égypte ou la Jordanie, des pays pourtant hostiles à cette idée. Tout déplacement forcé de la population gazaoui constituerait une violation du droit international. Une participation directe de Washington dans l'administration de Gaza irait à l'encontre de décennies de politique américaine sur le conflit israélo-palestinien. Et le projet suscite déjà des critiques, y compris de la part des alliés de Washington. Notamment de l'Arabie saoudite, qui a souligné dans un communiqué son opposition à toute tentative de déplacer les Palestiniens.
Shirley Sidbon, pour l'heure, l'enjeu le plus pressant, c'est le cessez-le-feu à Gaza, entré en vigueur le 19 janvier. Cette déclaration choc de Donald Trump, elle pourrait mettre à mal le prochain échange d'otages qui est prévu ce week-end. Il pourrait aussi anéantir tous les plans de paix possibles. On peut imaginer que le Hamas changerait de stratégie vis-à-vis de ses otages après ces déclarations de Donald Trump soutenues par le gouvernement israélien. Tout à fait, c'est ce que disent d'ailleurs les familles des otages et elles pensent que oui, qu'il faut avancer. Le fait que Donald Trump menace les Palestiniens de cette façon, de les forcer à partir, de les pousser à partir de cette façon, eh bien ça va renforcer non seulement le Hamas, mais le pousser dans ses retranchements. Il va pouvoir peut-être vouloir garder cette carte maîtresse des otages qu'il détient encore. Et puis, on peut également dire que face à de telles menaces, certains Palestiniens qui critiquaient le Hamas dans cette guerre, que les Gazaouis voulaient qu'elle se termine plus tôt, eh bien, ils pourraient se dire, mais finalement, les Israéliens et les Américains ne connaissent que la force, et donc finalement, le Hamas n'a peut-être pas si tort que ça. Ça peut peut-être le renforcer d'une certaine façon dans l'opinion publique palestinienne. Donc, beaucoup d'Israéliens pensent que oui, c'est une menace. Ils pensaient que même la libération prochaine, pas seulement les phases suivantes, mais même la libération de samedi pourrait être en danger et que Benjamin Netanyahu aurait dû revenir avant samedi pour pouvoir s'assurer qu'elle se passe bien. Lui va rester encore aux États-Unis. Donc oui, il y a des craintes en ce qui concerne cette phase. Et puis il faut dire que la délégation israélienne qui part désormais n'est plus la même. Netanyahu l'a remaniée pour mettre un ministre, un de ses proches, dans ces délégations et enlever des responsables sécuritaires qui avaient beaucoup de force justement et qui s'opposaient parfois à Benjamin Netanyahu qui avait permis d'accepter et de pousser la première phase de cet accord. Eux, ils sont partis donc. Bélier Nabli, comment elle pourrait entrer dans l'équation justement dans les négociations pour parvenir à la paix, ces déclarations de Donald Trump? C'est clair qu'on pourrait les percevoir comme un obstacle à la bonne réalisation de cette deuxième phase et concrètement à la libération des otages israéliens et des prisonniers palestiniens, sachant qu'en plus, Donald Trump a déclaré à maintes reprises que lui-même n'était pas sûr que ce processus en 3 phases aboutirait jusqu'au bout. Donc il y a là des signaux plutôt négatifs dans la mesure où je crois comprendre qu'il ne s'agit pas d'une priorité absolue et où que finalement cette guerre n'est pas véritablement terminée dans l'esprit de certains de ces acteurs. Ce qui est intéressant, c'est que depuis le début de l'offensive israélienne, le gouvernement israélien a démontré par des choix qu'il n'avait pas la question des otages comme priorité absolue. Et malheureusement, je ne suis pas convaincu que cet élément soit fondamentalement remis en cause. On verra bien si il y a un volontarisme politique en faveur de cette deuxième phase et de sa traduction en actes. Mais attention, je trouve qu'il y a un certain nombre de signaux qui montrent que finalement ce projet consistant notamment à libérer tous les otages et d'aboutir in fine à une trêve définitive, c'est un projet qui n'est pas acquis parce que du côté du gouvernement israélien, on ne considère pas que cette guerre est terminée, tout simplement, parce que l'objectif de guerre lui-même n'a pas été atteint et les images du Hamas et les démonstrations de force ont constitué de leur point de vue une provocation, soulignant manifestement un échec de ce côté-là. Et côté de Donald Trump, même s'il a pesé dans la conception finalement de ce projet de libération des otages, il n'est pas prêt a priori à s'engager plus fortement dans la mesure où il a manifesté en même temps le fait qu'il n'était pas convaincu de la réalisation de celui-ci. Oui, et puis il a eu le monde arabe quasiment à l'unanimité lui a opposé une fin de non-recevoir à ces propositions. Lui, il veut que la Donald Trump, son rêve de papier, c'est qu'un rêve de papier finalement, de demander à la Jordanie et à l'Égypte d'héberger les Palestiniens au Qatar et à l'Arabie Saoudite, de financer. Mais il a parlé de 12 pays, en fait, si on regarde bien, qui pourraient recevoir dans son plan. Mais je pense aussi qu'il faut peut-être voir aussi que peut-être que Donald Trump est aussi en train de jouer un gros coup de poker avec l'Arabie Saoudite. Et il est possible que ce soit ça l'enjeu de fond. Parce que c'est vrai que ça paraît fou, cette histoire. Mais si on regarde ce qui s'est passé en 2020 avec les Émirats à l'époque, c'était évidemment
l'objectif était d'atteindre ces fameux accords d'Abraham auxquels, on le sait, Donald Trump tient énormément. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que dit l'Arabie Saoudite, c'est nous ne signerons pas la paix avec Israël s'il n'y a pas un État palestinien. Or ça, c'est un objectif très difficile à atteindre. Et d'ailleurs, le fait de s'assurer qu'il n'y ait pas... Benjamin Netanyahou a prouvé pendant toute sa carrière qu'il ne tenait pas ou qu'il ne souhaitait pas qu'un État palestinien voie le jour. Mais en tout cas, ça pourrait forcer en réalité les Saoudiens à bouger. C'est-à-dire qu'à l'époque, Donald Trump avait dit il pourrait y avoir une annexion de la Cisjordanie. Ce qui avait fait que les Émirats avaient finalement signé en disant on signe à la condition qu'il n'y ait pas d'annexion de la Cisjordanie. Ce qui avait permis à la fois aux Émirats d'en sortir en disant nous avons obtenu une concession majeure, et ça avait obtenu évidemment aux Américains d'obtenir la signature. Alors il se pourrait qu'ils fassent le même jeu avec les Saoudiens en disant aux Saoudiens vous signez et on ne prendra pas Gaza. Ce qui veut dire qu'il enlève de la table la notion d'un État palestinien. Et ça, ce serait éventuellement un jeu possible, tout en demandant d'ailleurs probablement, parce qu'il faut se souvenir d'une chose, c'est que dans son discours, Donald Trump dit on va tout nettoyer, on va tout déminer. Et ça, c'est un travail titanesque. Selon l'ONU, il y a 50 millions de tonnes de gravats, il faudra 20 ans pour les enlever. Donc la personne qui va devoir payer cette facture, ou l'État qui va devoir payer cette facture, ça va être quelque chose de très, très lourd. Sans parler de toute la logistique, parce qu'une fois de plus, vous ne pouvez pas enlever les gravats s'il y a des gens dessus. D'ailleurs, vous parlez de l'Arabie Saoudite, mais il y a aussi l'Iran dans cette visite qui était centrale. Et finalement, le message de Donald Trump était le contraire de celui que Netanyahou voulait entendre. Les journalistes israéliens ont demandé à Donald Trump est-ce que vous allez frapper l'Iran? Est-ce qu'il y aura une frappe contre les centrales nucléaires? Et Donald Trump a dit non, nous voulons d'abord des sanctions économiques. Nous voulons en fait que l'Iran n'ait pas l'arme nucléaire, qu'il n'ait pas différents groupes armés à travers le Proche-Orient. Mais si l'Iran respecte ses règles, on ne lui veut aucun mal et on ne le confrontera pas. Et donc c'était son message et c'est pas celui que Netanyahou voulait entendre, selon les Israéliens. Ça c'est vrai, mais je pense que quand il s'agit de l'Iran, il y a quand même une grande question, c'est que le message si on écoute Trump, Trump dit « je veux un accord » qui soit enforceable, c'est-à-dire que nous, on puisse forcer les Iraniens à ne pas développer la bombe. Parce qu'il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, il y a une inquiétude au niveau de l'état-major américain que les Iraniens puissent effectivement faire une course à la bombe atomique, quitte à faire une bombe qui soit une bombe rudimentaire pour devenir une puissance nucléaire, parce qu'en fait, ils n'ont plus d'alternative. En fait, les Israéliens, lorsqu'ils ont fait leur raid après les frappes iraniennes sur Israël, ont détruit deux choses principalement. Ils ont détruit toutes les défenses antiaériennes autour de Téhéran, mais ils ont détruit les mélangeurs de carburant, de missiles, qui permettent donc de produire des missiles. Donc ce qui veut dire qu'à ce stade, l'Iran ne dispose que du stock de missiles qui était déjà produit. Ils ne peuvent pas en reproduire. Donc ils ont besoin soit de faire venir un de ces mélangeurs, soit ils sont coincés. Donc la seule solution pour eux militairement, pour reprendre de la puissance, c'est de créer cette bombe. Et beaucoup d'experts pensent qu'ils ne sont pas si loin que ça. Donc l'objectif serait d'arrêter ça, ce qui est même dans l'intérêt des Israéliens. Donc il y aurait une certaine logique là-dedans, sachant que Donald Trump a menacé concrètement de les empêcher d'exporter ne serait-ce qu'une goutte de pétrole. Voilà, donc, Donald Trump qui veut remodeler finalement tout le Moyen-Orient. Quels sont ces garde-fous juridiques et institutionnels Bélir, Nabli? La question, c'est qui peut arrêter Donald Trump aujourd'hui? Ça a été rappelé, Donald Trump est animé par finalement ce qu'on appelle l'unilatéralisme. Et l'unilatéralisme dans les mains de la première puissance mondiale, ça donne cette brutalité dans la mesure où face à finalement cet unilatéralisme, il est animé par une vision du monde et par les intérêts des États-Unis d'abord et avant tout. Et avec en toile de fond un mépris pour tout ce qui relève du multilatéralisme, et ça s'est traduit par une série de décisions de retrait des États-Unis d'un certain nombre d'instances internationales et une critique pour le moins lancinante et accrue vis-à-vis de l'ONU. Le problème, c'est que les États-Unis sont au cœur du dispositif multilatéral tel qu'il a été construit depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec notamment ce symbole très fort, c'est le droit de veto dont disposent les États-Unis au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est l'organe décisionnaire de l'ONU, et qui lui permet donc à lui de ne pas imaginer un instant la possibilité d'être sanctionné ou enfreint dans sa démarche par le Conseil de sécurité lui-même, puisqu'il y a dans sa poche la carte du droit de veto. Donc il y a une neutralisation du Conseil de sécurité
en vue d'une quelconque réaction vis-à-vis des États-Unis. Restent finalement les unités que représentent les États, les puissances étatiques. Et effectivement, ce qui se joue de mon point de vue actuellement, c'est une fragmentation du bloc occidental qui s'était renforcée à travers ou grâce à la guerre en Ukraine, dans la mesure où Américains et Européens ont su faire bloc derrière l'Ukraine face à la Russie, à travers une série de soutiens matériels, politiques, financiers, etc. Et un discours très cohérent et des actions relativement cohérentes également. Sauf qu'aujourd'hui, précisément, cet unilatéralisme trumpien peut se retourner et se retourne déjà contre les Européens. Donc l'idée qu'il existe un bloc d'intérêts incarné par l'Occident est remis en cause par la posture et l'action et les discours de Trump, et ce qui renvoie les Européens à leur questionnement existentiel, à savoir est-ce qu'ils sont prêts politiquement à s'engager vraiment dans une stratégie, dans une démarche d'autonomisation vis-à-vis des États-Unis. C'est la question qui se pose aujourd'hui parce que les Européens n'ont pas, à l'heure actuelle, les moyens de cette autonomie stratégique. Mais c'est une question qui ne se pose pas uniquement aux Européens. Si Donald Trump franchit le Rubicon sur ce dossier à Gaza, ça va être le triomphe de la politique du fait accompli. Quel signal ça peut envoyer à la Chine ou à la Russie ? Ça envoie le signal que si la Chine, par exemple... Mais par exemple, la Chine qui a rejeté, si on peut prendre du territoire, qui a rejeté la proposition, tout à fait. Mais ça, je pense que ça, c'est-à-dire qu'en fait, si on dézoome complètement, la Chine, le Brésil, par exemple, c'est pareil. Le Brésil va se sentir plus proche, on va dire, de la cause palestinienne potentiellement que d'Israël dans cette affaire. Même chose quand on regarde la Chine. Ça permet, si vous voulez, dans le Sud global, comme on l'appelle, finalement, de gagner des points contre l'impérialisme américain qui, là, on va dire, arrive de manière très évidente sur le devant de la scène. Mais ce que je veux dire, c'est que ça envoie le signal aux Chinois que si effectivement la Russie peut prendre l'Ukraine et qu'on peut négocier, que ça peut bien se passer, pourquoi ils ne prendraient pas Taïwan, par exemple? Et puis même chose pour Poutine avec l'Ukraine. Mais même chose pour Poutine avec l'Ukraine. C'est-à-dire que finalement, on va se retrouver dans un système avec des empires qui se confrontent en réalité, alors qu'on était dans un système multilatéral qui est, de manière intéressante, je pense qu'on pourrait dire, si on regarde, on dira peut-être dans le livre d'histoire qu'il a culminé avec l'accord de Paris sur le climat, où tout le monde était à table. Eh bien, imaginez aujourd'hui essayer de négocier l'accord de Paris. Vous avez quand même la moitié des pays qui ne viendraient pas, et les États-Unis qui déjà eux-mêmes ne signeraient pas avant de commencer. Donc on est quand même on a eu un changement en l'espace de quelques années de paradigme complet avec des blocs finalement qui se tournent le dos, et l'Europe qui est un petit peu perdue au milieu, parce que ce qui se passe, si on regarde bien, c'est que l'administration Trump attaque l'Europe en fait absolument à tous les étages, aussi bien sur le plan commercial que sur le plan politique. Quand vous avez un Elon Musk qui propose de financer directement des mouvements anti-européens d'extrême droite à travers l'Europe, que vous avez ce qui se passe en Ukraine, j'en ai dit deux mots tout à l'heure. Concrètement, la demande à Zelensky de mettre les ressources, c'est-à-dire le trophée, je dirais, de la victoire, si jamais il battait les Russes aux Américains et non pas aux Européens, vous avez en fait une attaque, on va dire, complète sur l'Union européenne, qui, rappelons-le, est le premier marché au monde, si on prend l'économie, et qui est évidemment quelque chose qui, du point de vue américain, s'ils sont froidement calculateurs, c'est pas intéressant de le voir fleurir finalement. Donc on a une situation où en fait, oui, le multilatéralisme est en train de voler en éclats, avec une autre grande victime, c'est l'ONU. Quelle est la crédibilité de l'ONU aujourd'hui ? Et derrière la situation que vous avez résumée par la formule du fait accompli, il y a en vérité la loi du plus fort. Ouais. Et la loi du plus fort signifie qu'il n'y a plus de loi, en vérité, au sens d'un cadrage juridique international. Alors, ça n'a pas le même impact pour tout le monde, parce que ceux qui ont construit, encore une fois, le système international post-Seconde Guerre mondiale, c'est d'abord les puissances démocratiques, et en particulier les États-Unis. Donc les États-Unis ont la responsabilité aujourd'hui de déconstruire ce qu'ils ont largement participé à construire. Et deuxièmement, et je trouve que c'est encore plus important, il y a une responsabilité des puissances démocratiques aujourd'hui. C'est-à-dire, on n'arrive plus, du point de vue de leur politique extérieure, à les différencier de manière manifeste par rapport au comportement de puissances autoritaires. Et là, c'est donc une source d'affaiblissement des démocraties. Derrière la remise en cause du droit comme vecteur de régulation des relations internationales, il y a aussi une remise en cause du magistère moral des démocraties. Et qui en sort vainqueur ? Les puissances autoritaires qui relativisent finalement les critiques dont elles pouvaient faire l'objet, notamment, imaginez aujourd'hui qu'on critique les Chinois par rapport au Tibet.
C'est à la fois, c'est tout à fait entendable, concevable et fondé, mais sauf qu'il n'y a plus de légitimité, ni morale, ni politique. Et c'est en cela que ce qui se passe, encore une fois, à Gaza n'est pas une question moyen-orientale et ne se résume pas au conflit israélo-palestinien. Il y a véritablement une déstructuration de l'ordre international. Et ce sera le mot de la fin, la toute-puissance donc de Donald Trump qui met à mal nos démocraties. Merci infiniment à tous les trois. Bélir Nabli, professeur de droit public à Paris 12, Shirley Sidbon, journaliste à France 24, et à vous, James André. Merci pour votre attention. Restez avec nous. On se retrouve à 11h heure de Paris pour la suite de Parlons-en.